Merci, Monsieur le Ministre, de nous accorder ce moment d'échange. D'ailleurs, il est encore temps de vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Alors, c'est l'occasion, effectivement, d'une part, de faire une petite rétrospective quand même sur ces mois, voire ces années passées compliquées, et la place des pharmaciens, et puis surtout de parler du pharmacien demain. Alors, peut-être commencer par votre vision sur le rôle des pharmaciens durant cette crise, pendant ces derniers mois. D'abord, Madame la Présidente, chère Karine, bienvenue dans votre maison, ce beau ministère de la Santé et des Solidarités. À mon tour de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Ma vision, je crois que c'est celle des Français aujourd'hui, qui ont vu le travail extraordinaire des pharmaciens, avec un grand P, dans tout le pays, en métropole et en outre-mer, dans cette gestion de la crise Covid. Je pense bien sûr aux pharmaciens dans l'industrie, parce qu'il a fallu lutter pour garder l'approvisionnement, fabriquer des médicaments, développer les filières industrielles. Et le président de la République, d'ailleurs, a fait des annonces très fortes pour l'industrie pharmaceutique dans notre pays, pour qu'on retrouve de la souveraineté en la matière. Il y avait urgence. Je pense bien sûr aux grossistes qui ont fait, les distributeurs en gros, qui ont fait un très très gros travail en approvisionnement en masques. Je me souviens de l'appel que je vous avais lancé directement sur votre téléphone pour vous dire « je vais avoir besoin des pharmaciens pour les masques ». C'était en mars 2020. Je pense aussi évidemment à l'approvisionnement en médicaments, en vaccins, en tests. Une pensée très forte pour les pharmaciens hospitaliers, les PUI notamment, qui ont fait un boulot remarquable en matière de gestion des stocks de vaccins. Je sais tout ce que je leur ai demandé. Je me souviens là aussi de la période de Noël 2020 et de la pression constante depuis l'heure à laquelle ils sont soumis. L'exploit qui a consisté aussi à fabriquer des médicaments anesthésiques quand on était en pénurie de cura ou qu'on risquait la pénurie. D'ailleurs, j'ai prolongé dans la loi cette capacité des pharmaciens hospitaliers à fabriquer des médicaments. Pourquoi c'était interdit jusqu'ici, je ne le sais pas. Les biologistes médicaux, bien sûr, on en a beaucoup entendu parler. Je pense aux tests, mais pas que. Toute l'activité de criblage, l'activité de séquençage, cette capacité d'analyse très fine. Et puis, les pharmaciens d'officine, que les Français ont vu dans tous les JT depuis des semaines, depuis des mois, dans des conditions parfois difficiles, parfois d'ailleurs victimes de violences, et je le condamne à tout niveau. Ces pharmaciens d'officine qui ont tenu parfaitement leur rôle et bien au-delà, que ce soit pour tester, que ce soit pour la continuité de l'offre pharmaceutique, y compris pendant la période de confinement. Les pharmacies ont été pendant plusieurs semaines l'espace public ouvert au public dans un pays qui était fermé. Et puis bien sûr cette vaccination aujourd'hui, plus cette activité de dépistage très intensive. Donc une très très grande gratitude à tous les pharmaciens qui constituent cette grande maison pharmaceutique dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je pense que ces quelques mots vont toucher en effet beaucoup de mes confrères qui se sont consacrés entièrement à la santé publique. Alors, bon, si vous me permettez, il y a quand même des décisions qui nous ont été un peu annoncées de façon soit un peu brutale ou rapide, ou en tout cas pour lesquelles on n'a pas toujours compris la stratégie qu'il pouvait y avoir de santé publique. Est-ce que, à des fins pédagogiques, vous voulez bien revenir sur quelques éléments et sur cette stratégie notamment de dépistage qui repose récemment beaucoup sur les autotests ou en tout cas des tests à très large envergure dont on pouvait se demander la place dans la stratégie de dépistage aujourd'hui? Tout va très vite depuis 2 ans, il faut dire les choses. On fait face à une menace qui était inconnue. À chaque variant se pose des nouvelles questions. Variant Omicron, on ne savait pas s'il était dangereux ou non, contagieux ou non. Ensuite, on a vu qu'il était très contagieux, qu'il imposait de modifier notre façon de dépister. Je parle de ça parce que c'est l'actualité la plus récente. Un protocole revu par le Haut Conseil de santé publique un 31 décembre. Alors, au moins, ils ont le mérite de travailler dans cette période de l'année. Mais du coup, quand les recommandations nous reviennent, nous, on doit les faire appliquer dans l'urgence. On ne peut pas, en période de crise sanitaire, on ne peut pas dire dans 2 semaines, ça va changer. Quand on nous dit, quand les scientifiques, quand les médecins, les pharmaciens aussi, au HSP nous disent il faut faire évoluer les règles, on les fait évoluer avec un délai extrêmement court. Et j'ai conscience, mais vraiment parfaitement conscience, que les Minsanté, les DGS urgents reçus à point d'heure toute la semaine, je ne les compte même plus, je les vois tous passer, vous imaginez bien, ont un impact, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre sa boîte mail, quand on est pharmacien, on ouvre la boîte mail et on se dit qu'est-ce qu'on va me demander de faire encore. J'ai conscience de ça. Mais comment vous dire, on ne peut pas faire sans vous, ça c'est certain. Donc croyez-moi, on essaye le plus possible de vous permettre de travailler dans les meilleures conditions. Mais cette réactivité aussi, vous en avez été capable dans l'action de terrain. Et ça, les Français le voient aussi. Et vous avez tenu bon. Je veux dire, vous donner un exemple, on avait simulé qu'on était capable de monter entre les PCR et les tests antigéniques peut-être à 6-7 millions de tests par semaine. On ne pensait pas faire plus. On est monté à 12 millions. Vous êtes monté à 12 millions. Et donc, ça a été les barnums. Et puis, quand on voit que c'est compliqué, et que les pharmaciens... En revanche, à chaque fois que les pharmaciens nous ont demandé quelque chose, je crois qu'on vous a donné satisfait. Quand vous avez voulu produire du gel hydroalcoolique,
en 48 heures, l'arrêté était signé. Lorsque vous avez voulu justement produire des médicaments dans la durée, on l'a mis dans la loi. Lorsque les pharmaciens nous ont dit on veut pouvoir salarier demain des infirmiers dans des centres de dépistage, on a pris l'arrêté qui allait bien. On a un Barnum aujourd'hui devant notre pharmacie, mais on voudrait en avoir 2 ou 3. On l'a rendu possible. On veut pouvoir salarier des étudiants sur des horaires tardifs pour pouvoir ouvrir plus longtemps. On l'a fait. En gros, nous, on essaye vraiment de vous faciliter la vie tout en vous posant, c'est vrai, des contraintes, mais qui sont nos contraintes et qui vous sont aussi imposées par cette gestion de la crise sanitaire. Oui, en effet, je pense qu'on peut se féliciter de nos échanges et de tous les vendredis, hein. Absolument. Tous les vendredis, mon cabinet échange avec vous. Pas que. Et pas que, et aussi quand il le faut en plus. Et avec il y a un dialogue hebdomadaire qui s'est créé entre mes équipes et vous, et je pense que ça, c'est de nature aussi à montrer de la cohésion et surtout qu'on vous respecte. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on change les règles parfois brutalement que c'est un manque de respect. C'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais. Et c'est vrai que les pharmaciens dans la vaccination notamment ont été un pilier, je pense, très, très, très important, hein, puisque c'est 14 millions d'injections réalisées par les pharmaciens. Et si vous me permettez, ça va être la transition pour la question suivante, c'est et demain, la place du pharmacien au regard justement, j'allais dire, de leurs activités. Parce que oui, bien sûr, il y a cette crise qui a nécessité de bouleverser nos activités, mais j'ai envie de dire, on avait un métier, figurez-vous. Et dans les évolutions de demain, une fois que cette crise sera passée, on souhaiterait avoir à nouveau un rôle prépondérant, notamment dans la prévention. La vaccination en fait partie, mais pas que. Les dépistages aux côtés des biologistes, des pharmaciens d'officine, mais pas que. Les pharmaciens hospitaliers aussi. Donc, vous êtes d'accord avec moi, les pharmaciens ont ce rôle majeur à jouer demain dans la prévention. Bien sûr, aujourd'hui, ouais. Pas que demain. Vous l'avez d'ailleurs montré, et cette appétence à faire de la prévention, du dépistage, j'oublie pas les dérogations que j'ai prises, enfin les nouvelles règles pour le dépistage du VIH par exemple, qui sont importantes. La vaccination, on a quand même boosté la vaccination par les pharmaciens depuis le début de cette crise sanitaire. Ben oui, mais des fois on a enfoncé des portes ouvertes. Et des fois les portes ouvertes, tant qu'on n'est pas passé à travers, on n'est pas sûr qu'elles soient ouvertes. Donc moi vraiment, on a quand même, à la faveur de cette crise, je ne sais pas si on peut dire à la faveur, mais en tout cas, une des conséquences positives de cette crise, c'est qu'on a quand même bougé énormément de lignes. Et ça va continuer à bouger. Je crois aux délégations de tâches ou aux coopérations interprofessionnelles. Je vois dans les territoires, dans les CPTS, il y a toujours le pharmacien qui est là, côté du médecin, des paramédicaux, et qui travaillent davantage ensemble. Donc on se dit, on peut faire évoluer encore les choses. On en a besoin pour lutter contre les déserts médicaux. À l'hôpital, la pharmacie clinique, elle se développe. Il y a davantage encore de coopération avec les services cliniques. Les biologistes médicaux, ils nous ont montré qu'ils étaient au cœur du parcours de soins. Donc il faut continuer sur cette voie-là. Donc il y a beaucoup de choses encore, beaucoup d'idées. À simplifier. Je sais que vous êtes attaché à la simplification. Simplification et puis lutter contre les corporatismes dans ce qu'ils ont de délétère parfois, c'est-à-dire les carcans dans lesquels on veut enfermer telle ou telle catégorie de soignants. Oui. Alors, plein d'évolutions au bénéfice de la santé publique, très bien. Et là aussi, je pense qu'on est d'accord sur la compétence des pharmaciens, indispensable évidemment à la réalisation de toutes ces nouvelles missions. Je suis sûre que nous partageons cette importance de la compétence. Et là aussi, des évolutions sont attendues. Je pense à la certification des professionnels de santé qui va se mettre en place. Mais voilà, ça va là aussi prendre un peu de temps probablement. Oui, qui commencera par la démarche qualité dans les officines. Je crois que vous y êtes très attachée, Madame la Présidente. Ce sera une brique et l'ordre sera force de proposition. On sera évidemment à votre écoute. Et puis, oui, c'est depuis le 1er janvier, en fait, qu'on s'est engagé résolument dans ce chantier de démarche de certification, qui est un gage de qualité et de sécurité des soins que nous devons pousser. Alors, on a retardé un certain nombre de choses du fait de la crise sanitaire. On n'allait pas en plus vous rajouter de la paperasserie et des ennuis. Mais je crois que vous êtes d'ailleurs moteur dans cette démarche pour plus de qualité et de sécurité. Nous, on sera là pour vous accompagner. Alors, compétences, on n'est pas très loin de la déontologie. Et là, vous me voyez arriver aussi. Compétences, déontologie sont nos boussoles pour, encore une fois, un meilleur service de santé publique. Vous allez nous le sortir, notre code de déontologie, Monsieur le Ministre. Oui, d'ici l'été prochain. J'ai demandé à mes services qu'on puisse sortir le code de déonto. Alors, ça ne dépend pas que de mon ministère. C'est interministériel, figurez-vous. Ça fait appel à Bercy, ça fait appel pour l'économie et les finances, au secrétaire général des affaires européennes. Donc, c'est un gros travail, un gros processus qui s'est engagé et qui aura abouti d'ici à l'été. Bien. La date est prise. Oui.
Merci en tout cas, parce que voilà, vous savez, hein, en tant que présidente de l'Ordre des pharmaciens, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Si vous voulez bien, un mot sur le numérique. Parce que voilà, le numérique, on en parle beaucoup et on voit bien d'ailleurs les investissements majeurs qui sont nécessaires et que votre ministère a rendu possible au travers du numérique Ségur, du Ségur du numérique. Concrètement, les pharmaciens, vous savez, ont des attentes sur ces projets-là. Est-ce que vous nous confirmez que les prochaines années vont permettre, je dirais, l'avènement des outils tant attendus par les pharmaciens? Je pense notamment à la e-prescription, mais je pense aussi le lien dossier pharmaceutique, dossier médical partagé, le dossier pharmaceutique dans l'espace, dans mon espace santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme bonne nouvelle sur ce volet-là? Je ne parle pas de prochaines années, je parle de prochaines semaines. Bien. Parce que mon espace santé va être lancé au février. Et d'ailleurs, il y aura une extension au dossier pharmaceutique de ce qu'on appelle le dispositif d'opt-out. Jusqu'ici, c'était un dispositif d'opt-in. Il fallait accepter ou avoir une démarche proactive. Là, on va l'ouvrir pour tout le monde, sauf ceux qui refuseraient explicitement. Ça veut dire que ça va aussi renforcer votre outil dispositif pharmaceutique qui est, je l'ai déjà dit et je le pense très sincèrement, est le modèle précurseur dans la matière. Donc cette intégration entre le DPP et j'allais dire le DMP, on ne l'appelle plus comme ça, mais mon espace santé, mais d'ailleurs ça n'a rien à voir avec le DMP pour le coup, ouais. Cette articulation, elle va fonctionner du tonnerre. Vous l'avez dit, on a mis beaucoup de moyens dans le numérique en santé, 2 milliards d'euros, c'est le Ségur du numérique. Il était temps, sur le hard, sur le soft. On a beaucoup travaillé avec les éditeurs de logiciels. C'est ici la délégation santé numérique qui fait un travail formidable. Je le dis parce que quand je suis arrivé, tout était lancé, tout était préparé pour être lancé. Donc je ne m'en prends pas le mérite, mais la France est un pays à la traîne en matière de numérique en santé. Et d'ici 2-3 ans, ce sera un pays leader. Donc on va avoir vraiment tous les outils qui vont nous permettre de casser les codes, de casser les barrières, en garantissant évidemment toujours la sécurité et la qualité. Très bien. Le site, je crois, je me suis renseigné, le site sera plus sécurisé que le site sur lequel on paye nos impôts. Vous voyez qu'on a mis le paquet. En effet. Mais c'est vrai que les enjeux autour des données de santé sont évidemment importants. Dernier point, si vous voulez bien, l'Europe. Et évidemment, l'actualité s'y prête tout à fait avec la présidence de la France à la Commission de l'Union européenne. Il y a des sujets qui ne sont malheureusement pas franco-français, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas des problèmes qui ne s'arrêtent pas à nos frontières. Je pense aux ruptures d'approvisionnement en médicaments qui empoisonnent les patients en premier lieu, mais bien évidemment aussi le pharmacien qui est à la recherche de solutions en permanence. Des directives qui sont à venir aussi, notamment sur le modèle économique, le modèle pharmaceutique français. Vous voyez là une opportunité dans les encore mois à venir et quelles seraient vos priorités en termes de santé et du médicament en particulier? Sans donner de leçons aucunement à nos partenaires européens, en tout cas promouvoir le modèle français. Modèle intégré tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec la déontologie qui va avec tout ce qui relève de la compétence des pharmaciens sur la qualité, sur les missions pleines et entières comme acteurs essentiels. Ça oui, le promouvoir. Et puis aussi ce qu'on a été capable de développer pour, vous parliez de la lutte contre les pénuries de médicaments. On a mis en place des dispositions très originales en France par rapport au reste de l'Europe. Le décret stock, par exemple. J'en ai parlé à mes homologues, j'étais en Slovénie il y a 2 mois. Je leur ai dit qu'on avait pris ce décret stock, ils étaient très intéressés. En disant, ouais. Et d'ailleurs, le décret stock, il est européen. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas ça en tête, le décret stock fait que tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ont un stock garanti de 2 à 4 mois sur le territoire européen, destination du marché français. Je pense qu'une extension européenne va de soi. Et de la même manière, on a décidé, dans les suites du CSIS, sous l'égide du président de la République, de tenir compte des lieux de fabrication des médicaments dans l'attribution du prix. C'est la première fois, on est les seuls à le faire en Europe. Donc on dit maintenant, on est prêt à payer un peu plus s'il le faut pour qu'un médicament soit produit chez nous. Ça veut dire qu'il nous faut les matières premières, il nous faut tous les processus de fabrication. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus que l'Europe, et évidemment la France, soit dépendante à 95% de l'Inde, du Pakistan, de la Chine pour ce qui relève des matières premières, et on l'a vu pendant la crise Covid, et aussi parce qu'on veut tout simplement retrouver le savoir-faire et la capacité de fabriquer. C'est pas simple. Il faut implanter des usines chimiques, des sites Céveso. Alors, on est tous d'accord pour dire qu'on veut produire plus. Enfin, c'est quand le diable se cache dans les détails. Mais on va y arriver. Et c'est tout ça aussi que pendant la présidence française de l'Union européenne, je veux promouvoir, avec aussi un sujet qui intéresse, je le sais, les pharmaciens, la lutte contre l'antibiorésistance. En termes de santé publique, c'est une pandémie silencieuse qui tue énormément de monde, en France et dans le monde. Et nous sommes désormais très engagés en France dans la stratégie mondiale de lutte contre l'antibiorésistance. On voit qu'on a réduit les consommations d'antibiotiques dans bien des domaines, dans des proportions assez impressionnantes d'ailleurs. Il faut continuer et promouvoir.
Eh bien, écoutez, tout ça, c'est des bonnes nouvelles, en tout cas des vrais enjeux et des défis à relever pour demain. Et là encore, la transition toute trouvée, si vous voulez bien, pour terminer cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder, je vous propose qu'on échange très prochainement sur les 12 propositions pour la place du pharmacien demain, pour relever les défis justement de la santé, évidemment dans le cadre des élections qui nous attendent. Mais j'aurai plaisir à partager avec vous ces propositions qui émanent d'une plateforme qu'on a fait de consultation, partagée avec l'ensemble des pharmaciens, mais pas que. Et vous verrez, il y a des propositions, je pense, qui sont intéressantes, encore une fois, dans l'intérêt de la santé publique et des patients, et le rôle que peuvent jouer les pharmaciens pour aller encore plus loin et relever les défis que nous venons de partager ensemble, monsieur le ministre. Je vais regarder ça, on va en discuter tout de suite, dans mon Parfait. bureau si vous en êtes d'accord. Eh bien alors allons-y. On va prendre le temps pour ça, et puis je vois même qu'il y a contribution à la transition écologique, donc ça veut dire que vous avez vu plus loin, mais ça, Oui, on y est habitué avec les pharmaciens d'avoir une vision transversale à 360 sur le système de santé et sur la société en général. Merci pour ça. par exemple. Merci à vous, monsieur le ministre.